pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 46. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins, actu et même parfois de politique. Sauf qu'aujourd'hui, on va parler Japon. Ouais, Japon et le Tokyo Game Show où j'ai été. Et on va avoir un invité spécial qui n'est autre que Pouyo. Monsieur Nicolas Verlet, qu'on a déjà avec Maître Capello, sinon il t'aurait dit, on dit pas j'ai été, on dit je suis allé. Mais c'est pas grave, continue. Ah, tu sais à quelle heure j'enregistre? Tu sais à quelle heure j'ai de jet lag, là? Bon, d'accord, il est 6h du matin et t'es rentré il y a 2 jours, d'accord, allez, c'est pas grave, je suis un connard. Je suis rentré hier. Donc, tu as été au Tokyo Game Show. Ouais. Oui, il paraît. Et l'autre personne que vous entendez à l'autre bout du poste, n'est autre que Benjamin François, alias Quix. Le connard qui t'interrompt, c'est moi. Salut. Comment tu vas? Ça va bien. Moi, ça va, il est 21h30 et moi, j'ai pas de décalage horaire en pleine tête, surtout que toi, t'as fait les États-Unis puis le Japon dans un laps de temps assez réduit, donc moi, ça va, Daniel, ça va pas mal. Et qui sait quoi d'autre encore? En plus, le truc, c'est qu'on a failli enregistrer du Japon direct, toi et moi, donc ça aurait été plus 17h, on aurait dû t'appeler After 17. Ça aurait été compliqué. On a voulu, mais on n'a pas réussi. On a essayé, mais pas possible. Donc du coup, on a un segment spécial où j'interviewe Pouyo. On fait une discussion assez intéressante sur le Tokyo Game Show. Et ce qui est intéressant à mon avis, c'est que il host d'habitude l'émission Gaijin Dash que vous connaissez tous. J'espère en tout cas. Cette émission dans laquelle il présente, et en général moi et Greg on intervient pour soit mettre des punchlines ou parler de notre propre culture vidéoludique japonaise depuis 20 ans qu'on est dans le métier. Ou de votre amour pour Détroit Publishing. Voilà. Et le truc, c'est que Pouyo a toujours plein de trucs intéressants à dire, mais lui il est host, donc il est assez en retrait. Et là, ce coup-ci, ça lui permet de développer les thèmes qui lui sont chers. Et vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Donc si vous aimez à la fois les jeux vidéo japonais et plus généralement le Japon, il y a des choses intéressantes qui se disent dans ce segment. Et en attendant, mon cher Benjamin François, aka Quix, qu'est-ce qui t'est arrivé pendant ces 2 petites semaines? Alors, d'abord au tout début j'étais en vacances, je suis parti au Mexique et plus particulièrement à Cabo San Lucas, qui est complètement au sud de la péninsule ouest du Mexique, puisque quand vous regardez une carte, on l'oublie souvent, mais il y a toute une péninsule qui fait quand même un bon millier de kilomètres de long, peut-être même plus, et qui est pas très large. Super, par contre, super réputé pour sa faune et sa flore, non? C'est celle-là. Alors la faune et la flore, je sais pas trop parce que là où j'étais, il y avait pas, enfin c'était un peu particulier. On m'a parlé de chemins de randonnée de folie là-bas. Ah, c'est possible parce que évidemment c'est une grande chaîne de montagnes tout du long, donc ça, je crois que ça prolonge la fameuse faille sur laquelle est placé Los Angeles, et tu vois, enfin c'est le rift californien comme on dit, ou je sais même pas si on le dit d'ailleurs, je l'invente là. Mais bref, j'étais donc au Mexique. On avait que 5 jours parce que aux USA les congés, on a malheureusement pas la 5e semaine. Et puis, on a un peu joué de malchance. Enfin bon, nous ça va, on s'en sort pas si mal. En gros, quand on est arrivé, il y avait déjà eu un ouragan qui était passé là 2 semaines avant. Alors c'était pas un ouragan très très fort, c'était ça avait fait un peu de dégâts quand même, mais c'était pas du niveau des ouragans qui ont dévasté Houston ou de celui qui a complètement rasé Porto Rico là dernièrement, ou même Saint-Barth ou Saint-Martin, tous ces endroits qui ont largement souffert des intempéries. Non, nous il y a eu un petit ouragan et puis quand on est arrivé, on s'en rendait pas compte quoi. Faut dire qu'on était dans un espèce de resort, tu vois, un genre hôtel avec piscine et tout le bazar. Truc en vacances quoi. Voilà, on était en vacances. Et en fait, il y a un truc qui m'a un peu gêné. Alors, outre le fait qu'on est rentré en avance parce qu'il y avait un autre ouragan qui arrivait et qu'on n'a pas voulu prendre le risque d'être bloqué, enfin que notre avion décolle pas, donc on a dû raccourcir nos vacances. Mais bon, ça, quelle saison? Ouais, c'est pas une belle saison pour le tourisme apparemment au Mexique. Puis les Mexicains ils prennent cher avec les tremblements de terre et les ouragans là, la population mexicaine elle souffre, la pauvre. Donc oui, il y a un truc qui m'a un peu beaucoup gêné et qui fait que j'ai pas tellement envie d'y retourner.
c'était la première fois que j'allais un peu dans un truc un peu luxe entre guillemets comme ça. D'habitude quand je voyage, je vais toujours dans des trucs pas cher. Tu vois, quand j'étais allé en Thaïlande, j'étais allé dans des guest house parce que j'étais avec des potes qui étaient backpackers, donc on n'a pas trop connu les hôtels 5 étoiles et tout ça, alors que là c'était un truc qui était quand même un peu luxueux, qui nous était en plus offert. Sinon on n'aurait jamais été là. Mais voilà, ce qui m'a gêné, c'est que c'est clairement tous ces resorts, des trucs qui sont construits pour le riche américain, qui va là en villégiature, et puis qui n'est absolument, mais pas du tout abordable pour un Mexicain, un Mexicain moyen entre guillemets. Il y a que le Mexicain super fortuné qui va pouvoir se le permettre. Et bon, ça pourquoi pas, ça a toujours existé les palaces 5 étoiles dans les pays pas forcément très riches. Et même à Paris, je peux te dire que des palaces, on bien sûr pas. Bah voilà, il y a plein de palaces à Paris où on n'aurait pas les moyens d'aller. Non, ce qui m'a vraiment gêné, c'était que en fait, à partir du moment où tu sortais entre guillemets du resort, alors je connais pas tellement, il y a un mot en français pour pas dire resort, parce que moi il y a que ça qui me vient là, Jean-Claude Van Damme. Bon, s'il y a rien. Maintenant, on dit resort. On Même, dit même resort. je peux te dire, au Japon, j'ai été dans un resort. Donc, Risotto. enfin, je sais plus si ça s'appelait resort. Voilà. Resort. T'étais dans un risotto. Ouais. On est sorti un peu pour aller sur la plage. Et au fur et à mesure qu'on remontait la plage, alors déjà c'est un peu pervers parce que il y a des resorts tout du long. Donc tu peux pas vraiment en ressortir, t'es obligé de repasser par un resort si tu veux sortir de la plage et aller vers le centre-ville par exemple. Et au fur et à mesure qu'on marchait, on se faisait aborder par des camelots qui voulaient nous vendre des cigares, des petits bracelets, des petits bijoux, de la cocaïne, enfin des trucs sympathiques. Et bon, on disait non, gracias, on voulait pas. Bon, mon espagnol est un petit peu réduit, donc je baragouinais les 3 mots d'espagnol que je connais. Et à un moment, on est arrivé devant un endroit où là, le resort avait carrément privatisé une partie de la plage. Et pour signifier à nos bonimenteurs mexicains qu'il fallait quand même pas trop aller emmerder les touristes, il y avait une corde. Et cette corde qui séparait le pauvre qui essaye de vendre ses pauvres cigares pour essayer de bouffer le soir du touriste américain en train de bronzer, ça a été un déclic en fait. Et là, ça m'est revenu dans la gueule. Comme une évidence, alors que j'étais juste aveugle avant, hein, tout ça, c'était déjà le cas avant. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup gêné dans cette espèce d'opposition, on va construire des trucs qui coûtent les yeux de la tête dans ce pays où les gens, ils sont obligés de faire le pied grue sur une plage pour vendre des cigares et qu'ils auront jamais les moyens d'aller dans un de ces trucs-là, alors qu'en face, t'as le brave américain qui vient là pour ses vacances et puis qui a pas envie d'être emmerdé, quoi, si tu veux. Il y a aussi deux manières de le voir, hein. Tu peux aussi te dire que, en allant dans un pays comme ça, tu participes à l'économie, tu vois, mais ce genre de, ouais. Tu participes à l'économie, via les impôts que va payer le resort, mais parce que le resort lui-même, je suis sûr que son QG est les USA, si tu veux. Bon, après, ça fait Mexique, c'est très particulier, hein. Ça fait vivre les Mexicains qui y travaillent, donc ça a des bons côtés quand même. Donc oui, c'est pas de l'exploitation totale, mais c'est vrai que cette espèce d'opposition un petit peu modélisée par cette putain de corde, un peu m'a vachement mis mal à l'aise en fait. Et c'est con à dire, hein, parce que c'est comme ça dans tous les pays touristiques un peu qui sont pas des pays riches entre guillemets. Mais là, ça m'a vraiment, je sais pas, ça m'a fait un truc. Donc voilà. C'était les 10 minutes altermondialistes du gars qui part en vacances dans des endroits trop chers. Qui découvre que merde, il y a des endroits de luxe dans la vie. Ouais, et puis c'est même pas que je découvre que je suis riche, parce que j'en avais conscience quand même avant de partir, que j'avais la chance de pouvoir partir en vacances comme ça à l'étranger, mais je sais pas, il y a vraiment un truc qui m'a dérangé, et je pense pas que je renouvellerai l'expérience du resort comme ça. C'est une saison un peu particulière, hein, parce qu'il y a eu à la fois c'était quoi, un ouragan au Mexique? Oui, c'était un ouragan. Il y en a eu plusieurs en fait. C'était un ouragan. Côté, et il y a ce du que côté où Porto on Rico était est en train de vivre en ce moment. Ouais. Voilà, t'as les ouragans du côté Pacifique qui sont généralement un peu moins violents que de l'autre côté, mais du côté Atlantique, ça a pas mal tapé. Alors c'était Max, je crois, qui a bien défoncé le Mexique sur la côte est. Et puis il y a le tremblement de terre en plus. Enfin bref, ils ont vraiment enchaîné. Et là, c'est peut-être bien Max encore qui a défoncé. Non, attends, c'est Maria qui a défoncé Porto Rico. Enfin bref, c'est pas la teuf en ce moment du côté Atlantique. Donc voilà, j'imagine que pour les habitants de Saint-Barth, de Saint-Martin ou toutes ces îles à l'heure actuelle, ça doit pas être évident.
Ouais, et je sais que toi, enfin, tu t'en parles jamais dans After Eight, mais moi, je vais en parler pour toi. Je sais que surtout depuis le changement de présidence, tu es beaucoup dans la vie associative. Et je suis persuadé que t'as participé à une aide à Porto Rico. Qu'est-ce que t'as fait? Je lis en toi comme un livre ouvert. Ben, on a fait un truc tout simple. On a une amie portoricaine qui a lancé une espèce de, comment dire, un raffle. En gros, elle essaie de récupérer un maximum de produits de un première appel au nécessité. Voilà, elle a fait un appel au don, exactement. Tu vois, je suis peut-être un peu fatigué parce que je cherche mes mots en français et ça m'arrive pas souvent quand même. C'est fun, mec, chez toi il est tard alors que moi je suis encore frais du matin. Toi, tu viens de te lever. On fait l'inverse que d'habitude. C'est vrai en plus. Mais oui, effectivement, elle a fait un appel au don et donc on a amené des produits de première nécessité et de la bouffe pour ensuite que ça soit qu'elle la fasse expédier à Porto Rico pour soutenir sa famille, ses proches, les gens qu'elle connaît. En gros, voilà, ils ont besoin de toute l'aide qu'ils peuvent avoir. Et surtout, un truc qui est quand même ahurissant, c'est que Porto Rico est un territoire américain. C'est pas un État, mais c'est un territoire américain. Mais le gouverneur de Porto Rico, c'est Trump. Et en fait, Porto Rico a un statut particulier. Il voulait devenir un État et ça a jamais été fait. Ou alors je sais. Enfin bon, il y avait il n'est pas affilié à l'État, mais. Ah non, c'est pas un État, mais il y a eu des discussions pour en faire un État à un moment. Mais il est un territoire américain. Mais c'est un territoire américain comme Guam par exemple. C'est l'équivalent d'un protectorat, je sais pas si c'est vraiment ça ouais, je sais pas. Moi je ferais l'équivalent avec un tome. Ouais, mais peut-être comme la Finlande et pour la Russie au début du siècle. Un tome, c'est un territoire d'outre-mer, c'est pas un département, là c'est à peu près pareil. Et voilà, et donc notre président Donald Trump n'a pas dit un mot sur Porto Rico de tout le week-end pendant qu'il blablatait sur ses conneries sur la NFL et les gars qui protestent en s'agenouillant au moment de l'hymne national. Et il n'a abordé Porto Rico que hier soir pour placer fort opportunément que le territoire était lourdement endetté. Et là on se dit mais quelle espèce de crevure sans déconner. Ouais, les mecs sont vécu sans doute un des pires moments de leur existence. Enfin et tu peux pas nier la souffrance des gens et le mec il arrive pour faire ouais. Votre économie elle marche mal, ça me rappelle cette ministre de l'économie française qui est arrivée devant l'horreur qui a été l'Erika sur les côtes françaises. Donc c'est pour les plus jeunes. C'était voilé. Oui, voilà, c'était Voinet. Et elle est arrivée pile au moment juste après que l'Erika soit déferlée sur les côtes françaises. C'était une catastrophe écologique. Il y a des gens qui ont tout perdu, que ça soit les éleveurs d'huîtres, les gens qui travaillent de la pêche, les gens qui travaillent du tourisme, c'était l'horreur. Et elle arrive, me fait bon, c'est pas la catastrophe du siècle. Ouais, je me rappelle. Ouais. Et là, je me souviendrai toujours. Tu sais, il y a des moments de facepalm qui reste gravé à jamais dans ta mémoire. Bah celui-là il est encore plus inattendu parce que Trump, tu t'attends à ce qu'il dise qu'il soit à côté de la plaque, mais là ça fait un peu trahi par les siens quoi. Bah Trump, tu t'attends à ce qu'il touche le fond, mais en fait on a l'impression qu'il y a pas de fond, qu'il continue de creuser et de tomber toujours plus bas. C'est un peu ça le PV. Est-ce que tu me permets de rajouter un truc sur tu veux parler catastrophe naturelle, je le sens. J'enchaîne et puis si tu as encore un truc à ajouter. Ouais, j'ai un truc plus positif ensuite. Alors, moi aussi j'ai été semi-victime d'un typhon puisque au Japon c'est la saison des typhons et j'ai jamais vraiment vécu de typhon sauf une fois à Tokyo. Je me baladais dans un parc et là était le typhon et c'était assez rigolo parce que moi j'aime bien marcher contre le vent. C'est débile mais voilà. Mais c'était pas dangereux. Et là, j'étais sur une île, donc j'ai fait quelques jours sur une île avant d'aller au Tokyo Game Show. J'ai profité de pas mal de choses, dont l'hébergement qui coûte vraiment pas cher au Japon, et aussi le fait que les voyages intérieurs sont ridiculement pas chers. Pour les étrangers, ouais. Non, mais même si tu as pas le tarif sympa, c'est vraiment de l'ordre de 10 000 yens, quoi. 10 000 yens, je parle vrai, c'est moins de 100 € pour aller à l'autre bout du pays, quoi. Ouais, c'est $100 à peu près. L'avion intérieur domestique, comme on dit, domestic flights, sont vraiment, enfin, c'est comme prendre le bus à ce niveau-là, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé sur une île de Hachijojima.
et qui était et donc j'étais coincé pendant ces quelques jours, donc j'ai soit travaillé, soit je me suis baladé et j'ai fait beaucoup d'urbex, puisqu'en fait c'est une île où il y a énormément d'urbex. Il y a je les ai pas encore mis sur internet, mais j'ai fait pas mal de photos, y compris désert. Il y a énormément d'hôtels abandonnés, de restaurants abandonnés, et il suffit de se baisser pour les trouver. Et il y a l'hôtel abandonné le plus grand que j'ai jamais vu de ma vie. C'est vraiment un palace qui a été abandonné au cours des années 90, si j'en juge par la dimension des télés. Et ouais, c'était assez passionnant, c'était vraiment passionnant. Et le fait est que je l'ai visité pendant un typhon m'a bien fait flipper en fait, parce que il y a quelque chose à visiter un urbex quand on est deux en pleine journée sous le soleil, c'est plutôt rigolo. Et quand on est en plein typhon, il y a le moindre bruit, et évidemment il y a du bruit, devient un peu flippant. Et c'est un de ces cas où j'ai envoyé ma position à quelqu'un de conscience en lui disant si je suis pas là dans 6 heures, appelle les secours. Et pourtant tout s'est bien passé puisque j'y suis retourné plusieurs fois et j'en ai trouvé encore quelques-uns, donc c'était vraiment une super expérience. Je suis toujours bluffé par la gentillesse des gens dès qu'on sort de Tokyo, c'est-à-dire on existe pour eux, alors que quand on est dans Tokyo on est un gaijin de plus. Là-bas la conversation se fait facilement, surtout quand on voyage seul. Le charme de la province, Daniel. Ouais, moi je suis un mec de la campagne pour ça. Vraiment, il y a aucune ambiguïté. J'adore la campagne japonaise en plus. Elle est vraiment superbe. Elle est vraiment chaleureuse. Et par exemple, pour te donner une idée, donc j'étais coincé, j'avais juste la possibilité de louer un vélo, donc j'ai fait beaucoup de vélo à travers l'île, avec un petit vélo à moteur pour les côtes parce que c'est bien pratique. Et c'est la première fois que j'en essayais un. Et j'étais donc dans le onsen de l'hôtel où j'étais. Et donc c'est le bain public, le bain public de l'hôtel. Et je me suis lié d'amitié avec un gars, genre la discute, ce qui m'arrive souvent en fait, parce que évidemment le fait d'être étranger, mais de parler la langue, ça permet de lier des liens, mais jamais à ce point-là en tout cas. Et donc le mec il me dit ah mais t'es coincé ici, mais nous on a loué une bagnole, on va si tu veux, on fait les trucs ensemble demain. Et du coup, on a passé 1 jour et demi ensemble à visiter l'île. On est allé en haut de la montagne. Alors, c'est vrai, j'ai pas pu aller dans les autres îles que je voulais à côté. Genre, tu pouvais aller pour 10 000 yens, tu pouvais aller en hélico sur l'île d'à côté. Ça me plaisait bien comme idée. Et ça s'est pas fait, c'est dommage. Mais c'était vraiment une super expérience de passer ce moment et de découvrir un peu l'île avec ces gens-là qui sont aussi perdus, qui étaient, même les Tokyoïdes deviennent sympas dès qu'ils quittent un peu la ville. Donc voilà, c'est sans commune mesure en termes de le typhon et sans commune mesure avec la destruction qu'il y a eu au Mexique et à Porto Rico. Mais typhon, c'est un truc sérieux au Japon. C'est-à-dire, on t'avertit, on te dit qu'il vaut mieux, on t'informe heure par heure où il est et comment il va bouger. On fait des calculs savants. Ouais, c'était quelque chose d'assez intéressant à vivre. Donc voilà, c'était sans commune mesure avec la destruction qui s'est passée sur le continent américain. Mais c'était assez intéressant, voilà. D'accord, bah écoute, pour parler de trucs un peu plus positifs, parce que là on a quand même parlé de destruction, encore que t'as parlé de la gentillesse des gens, ce qui était très positif. Et de l'urbex. Et de l'urbex. Je suis allé à un concert de Tom Petty and the Heartbreakers. Et Tom Petty, c'est un gars qui est légendaire aux USA et qui est méconnu chez nous. Bon, évidemment il y aura toujours des gens qui font bah non, je connais Tom Petty, mais mine de rien, moi je pense que aux yeux du grand public français, ça reste quand même assez méconnu. Et pourtant c'est un gars qui a 40 ans de carrière, qui a tourné mais sans arrêt aux USA, qui a une discographie assez impressionnante. Et je me suis rendu compte en fait pendant le concert, parce que j'y suis allé en pensant connaître 1 ou 2 morceaux. Je me suis rendu compte pendant le concert que je connaissais quasiment tout, car j'écoute depuis que j'habite à Los Angeles une radio qui s'appelle Jack FM, que je ne peux que vous recommander puisque je crois qu'on peut l'écouter en streaming. Et Jack FM, leur slogan c'est Playing What We Want, donc ils jouent ce qu'ils veulent.
Et en fait, dans leur playlist, il y a toujours au moins 7 ou 8 morceaux différents de Tom Petty. Et évidemment, quand tu vas à un concert et que au final tu penses connaître un morceau et que t'en connais 8, eh ben ça fait plaisir, donc j'étais bien content. Et Tom Petty, ce qui est super, c'est que quand tu écoutes ces morceaux, même ceux qui datent des années 70, ils ont des sonorités super modernes, et tu te rends bien compte qu'il a influencé tout un paquet d'artistes. Et je me dis qu'il est peut-être beaucoup plus connu en Grande-Bretagne qu'en France, parce que il y a des groupes anglais, tu sens qu'ils sont franchement inspirés de morceaux de Tom Petty. Et donc, je recommande très fortement, c'est ma reco avant la reco, jetez une oreille à Tom Petty, c'est super bien. Et puis en concert, il y a toujours la patate pour un type qui a 70 ballets, donc voilà, c'était une belle redécouverte entre guillemets. 70 balais? Bah écoute, 40 ans de carrière, donc il a commencé, il en avait, 25, donc ouais, il a peut-être pas 70, mais il en approche quoi. Ouch, ouais, c'est vrai. Ouais, bah écoute, je m'y attarderai plus, moi c'est un de mes blindside, hein, je t'avoue. Non, mais tu verras, il y a certainement des morceaux qu'en fait tu connais sans savoir que c'est Tom Petty and the Heartbreakers, parce que c'est quand même... je me demande s'il y avait pas un morceau d'eux sur un rock band ou sur un Guitar Hero, parce que c'est un groupe qui est tellement important aux USA que voilà. Pour la petite anecdote, et ça me permettra de parler de Dave Grohl, il avait proposé à Dave Grohl de jouer de la batterie avec lui. Alors je crois que c'était pour le SNL. C'était peu de temps après la dissolution de Nirvana, après la mort de Kurt Cobain. Et alors je crois que c'était pour le SNL. Il avait joué, donc Dave Grohl a joué de la batterie avec Tom Petty. Et Tom Petty avait été tellement impressionné qu'il avait proposé de l'embaucher. Et en fait, Dave Grohl a longtemps hésité parce que je te dis, Tom Petty ici c'est une légende. Et finalement, il a décliné l'offre parce que il avait envie de lancer son petit projet personnel qui allait devenir les Foo Fighters. Sauf que bon, à l'époque, il savait pas si ça allait marcher ou pas, mais c'était quand même un coup de poker. Ça a foiré en donc plus. Donc voilà, Tom. Et ouais, ça marche pas très bien pour lui. Et donc voilà, pour te dire que Tom Petty c'est pas n'importe qui. Eh ben écoute, est-ce que tu t'écouterais pas un petit peu de Puyo en train de parler du Japon et du TGS? Oh bah non, moi je vais partir pisser puis je vais vous laisser raconter vos conneries. T'es con. That was wonderful. Bravo! I loved that. Oh, it was great! Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, It though. could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. It was Get terrible. him away! Hey, boo! Boo! On s'est téléporté à Tokyo. Dans quel quartier, mon ami? Nous sommes à Kyobashi, juste à côté de la gare de Tokyo, dans l'hôtel. Hein, il faut pas se le cacher là. Les lits sont à peine faits, les serviettes sont à peine rangées. On est un petit peu en calbut, c'est assez glamour, vraiment. C'est vrai. Ben il est midi pour toi, c'est le matin. C'est le matin. J'ai eu mon petit café au lait depuis la machine, le distributeur que tu m'as gentiment apporté, donc ça va. Ça y est, je me réveille enfin. After Eight a du budget. Gros budget ici. Hein. Et tiens, juste pour l'anecdote, pourquoi précisément la gare de Tokyo, là où les gens en général ne vont pas, quoi, Ginza. Parce que c'est le point névralgique du TGS. C'est là où on a accès à tout en l'espace d'un quart d'heure. On peut même aller à pied à Akihabara. On peut aller au TGS en l'espace de 45 minutes, ce qui est pas donné à tout le monde parce que c'est très loin. Faut le savoir, c'est au-delà de Disneyland. C'est vraiment très. C'est quasiment, je sais pas, c'est le temps que tu peux mettre pour aller à l'aéroport, quoi. C'est comme si t'allais à Marne-la-Vallée tous les jours, en fait. C'est Paris-Charles de Gaulle, ouais. C'est Paris-Villepinte. Ça me rappelle Japan Expo, en fait. C'est pas loin de Japan Expo, hein, finalement. C'est vrai, il y a un peu l'ambiance. Sauf que, il faut savoir, puisque on est là pour, on badine, il y a, les gens, quand ils sont dans le train, c'est blindé. Et puis, arrivé à une station à Mayama, ouais. Tout le monde sort. Tout le monde sort, y compris les gosses, donc ça va. Parce que c'est Disneyland. Et du coup, on voit chaque année le nombre de gens qui s'intéressent encore au Tokyo Game Show. Et j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Ouais, là, cette année, l'organisateur, donc qui s'appelle le CESA, n'a pas pu, on va dire, tricher sur les chiffres. C'est-à-dire qu'on voit que les chiffres de fréquentation, alors peut-être que ça changera avec, au dernier bilan, une fois les jours publics terminés, mais sincèrement, on pouvait vraiment se balader tranquillement. Il y avait toujours un peu d'attente parce qu'il y avait pas forcément beaucoup de bornes suivant les jeux. Ouais. Mais sincèrement, on sent que le salon avait une forme de désaffection. Surtout, ce qui est bizarre, c'est que l'année dernière était particulièrement bonne, en fait. Bah oui, c'est que ça contraste d'autant plus avec une année exceptionnelle pour le jeu vidéo japonais dont
ressent encore les répercussions aujourd'hui, puisque finalement les jeux qu'on a vus l'an dernier, on les a eu quasiment tous eus cette année. Tu penses à Persona? Je pense à Persona, je pense alors il y avait pas The Last Guardian jouable l'an dernier, mais il était quand même là. Final Fantasy XV d'une certaine manière était un jeu événement. On en avait parlé dans l'After Eight. Ouais, je crois aussi. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que on va te présenter. Ah oui, c'est vrai. On va te présenter off, mais tu es Puyo, donc et tu es le host de Gaijin Dash, l'émission qu'on co-présente ensemble. Tout à fait, dans le Kamui Podcast Universe, c'est un peu le spin-off. Je dirais pas que c'est le spin-off, c'est le satellite. C'est plutôt le Jupiter, tu vois. Voilà, c'est très jupitérien. Podcast jupitérien. Non mais voilà, avec Daniel, ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on se connaît et qu'on parle de jeux vidéo, entre autres. Ouais, plus de 15 ans, c'est vrai. Et du coup, oui, les TGS, on en a vu défiler. Ouais. Et c'est pas celui qui m'a rendu le plus triste. Non, parce que c'est pas celui qui est, honnêtement, il y a des jeux. Il y a des gros jeux, on a kiffé sur certains jeux, on en parlera sans doute en détail. Ah non, mais je crois qu'on peut le lancer tout de suite. Tu peux le lancer tout de suite, bah écoute, on a kiffé sur Monster Hunter World, qui est le gros jeu de chasse de chez Capcom, qui a eu une série qui connaît toujours un succès retentissant au Japon, qui commence à s'imposer chez nous, et là en plus c'est vraiment l'épisode qui va sans doute faire éclore vraiment, qui cristallise complètement la recette, quoi. Ouais, parce que ça y est, c'est un Monster Hunter, on va dire, délesté de toutes ces contraintes, contraintes d'inertie, contraintes de poids, des contraintes de jeu qui étaient un petit peu vieillottes, comme le Japon c'est parfois les imposer. Et là, du coup, enfin, on a un épisode qui se détache de tout ça, qui est vraiment très plaisant à prendre en main, et surtout, on a été les premiers à y jouer en multijoueur. Alors d'abord, on est régulièrement dans les premiers. Oui, parce qu'on fait ce qu'on appelle un gaijin. Voilà, là on a gaijiné, c'est pour ça, c'est le nom Gaijin Dash, c'est de là d'où ça vient, c'est-à-dire que c'est Monster Hunter. On fonce comme des connards. Qu'on doit l'expression Gaijin Dash, puisque tous les salons, c'est souvent le jeu le plus attendu des joueurs japonais, et nous, forcément, pour pouvoir y jouer, on est obligé de courir, comme des de faire ce qu'ils ne font pas, donc on court et on est les premiers dans la file. Et en général, 2 minutes après, c'est sûr qu'il y aura plus d'entrée avant la fin de la journée, quoi. Ils calculent, ils distribuent des tickets, et tu sais très bien que si t'arrives 2 minutes après, c'est grillé. Ça sert à rien de faire la queue, en fait. Il faut faire la queue pour des tickets, et les tickets, ils sont tous partis en un quart d'heure pour toutes les sessions de jeu, donc nous, Par jour. Par jour. Ouais. Donc nous, on fait la queue et on obtient le premier ticket, le premier sésame, et on pousse des fois les gens pour. Il y avait un monsieur chinois et on lui a fait non, nous on est entre potes, on est 4 et les steaks et on l'a défoncé. Ouais, c'est sûr que la peur de l'étranger, on la cultive malheureusement. Voilà. On en profite un petit peu. Il y a un truc sur Monster Hunter puisque t'en parles. C'est que toi et moi d'ailleurs aussi, on a un point commun, c'est qu'on n'était pas sold sur Monster Hunter dès le début. Il y a eu des périodes où des années on se disait les steaks et on faisait juste on faisait la queue juste pour avoir le goodies parce que en général c'est le meilleur goodies du salon. Et là vraiment il y a un revirement, c'est que on y a pris goût, c'est comme la drogue en fait. Il y a un vrai mouvement de fond de toute façon qui s'est créé dans le jeu vidéo sur la récompense de la persévérance, c'est-à-dire que la plupart des jeux ont été facilités, et quand enfin sont sortis Demon's Souls et Dark Souls, qui remettait en avant, on va dire, non pas la difficulté, mais en tout cas le mérite. Malgré l'inertie, malgré une certaine lourdeur, il y avait on va dire la récompense au bout, et on s'est aperçu que Monster Hunter finalement reposait un petit peu sur cette même mécanique rétroactivement. Et du coup, c'est ce qui nous a donné envie de nous y investir davantage. Je veux dire aussi que les jeux ont fait, eux, d'un autre côté, le pari de l'accessibilité. Tu peux faire du rodéo sur le monstre, t'as plus d'armes peut-être un petit peu plus flashy, t'as des nouveaux mouvements qui vont t'ajouter au fur et à mesure. Les pièges sont super maintenant. Les pièges sont beaucoup plus visuels. Et là, du coup, cet épisode, je pense, fait vraiment le liant entre quelque chose d'assez accessible pour le public occidental et de moderne. Ouf. Enfin, c'est-à-dire moderne, il y a pas justement pas moderne mais il se met à la page, quoi. Actuel, quoi. Ouais. C'est-à-dire il y a pas les chargements, il y a pas les vieilles routines, routines qui sclérosaient la série, quoi. C'est Monster Hunter World, donc World Open World, ou du moins des zones pas fractionnées, et en plus avec un écosystème qui se met en place avec des monstres qui se bouffent entre eux. Il y a une vraie, il y a les carnivores, les herbivores. On chassait un monstre qui s'appelle le Bolbolos, donc le Bobolos. Et on l'a buté. Mais surtout quand il est allé se réfugier dans sa tanière, il y a un autre monstre qui est venu le chercher, qui est venu essayer de nous voler notre kill. Voilà, et ils se sont battus entre eux, et nous on en a profité, et du coup il a quand même fallu éviter le gros monstre pour aller chasser le moyen monstre. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se met en place. On a coupé la queue à un moment. On a coupé la queue, et tout ça, ça donne quelque chose de beaucoup plus organique et beaucoup moins mécanique finalement, et c'est vraiment plaisant. On est d'accord que toi et moi c'est Day One.
Ah oui, c'est Day One et surtout C'est Day One, c'est sur PS4, on va tous la y jouer promesse de ensemble. pouvoir y jouer à 4 comme ça facilement sur PS4. Alors il sort aussi sur PC et en Occident sur Xbox One. Mais de non. se donner rendez-vous et Ouais. de se dire on va chasser ce soir, c'est peut-être un truc, on avait besoin d'un rendez-vous jeu multi quoi. Bah tu pouvais déjà le faire sur 3DS, mais c'est pas la même facilité de jeu. Là tu peux te téléporter dans tous les campements, etc. Enfin t'as vraiment des choses qui sont mises en place pour faciliter le team play. Ouais. Et donc bon, Monster Hunter on l'a compris, c'est notre coup de cœur du salon, et en même temps il y a pas énormément de jeux, mais il y avait des gros jeux. Qu'est-ce qui t'a marqué à part Monster Hunter? Alors je suis très très fan de Dynasty Warriors, qui est vraiment le concept japonais jusqu'au bout, poussé jusqu'au boutisme. Dynasty Warriors, on va dire que ce sont comme dans le film les trois royaumes, ça retrace cette période historique de la Chine, deuxième, troisième siècle avant Sauf que Jésus-Christ. c'est adapté par les Japonais. Sauf que c'est adapté par les Japonais, donc t'as un seul mec qui bute 40 000 mecs. En un coup d'épée, t'en balances 40 qui vont Voilà, valdinguer. T'es la grande faucheuse au sens strict du terme, et ce qui est cool, c'est que les épisodes ont gagné en grandiloquence au fur et à mesure. Là aussi, ça tente l'open world, c'est-à-dire que jusque-là, Dynasty Warriors, c'était très codifié. C'est le mot-clé du Japon, là, parce que d'après Zelda, tout le monde silence, quoi. Tout à fait, c'est-à-dire que tous les gens, avec un peu de retard, mais tous les genres s'adaptent à cette donnée de monde ouvert. Et là, c'est la Chine. Et là, c'est la Chine, donc c'est la putain de Chine, quoi. C'est monstrueux. À pied par la Chine, quoi. Malheureusement, j'attendais beaucoup de ce jeu parce que je suis un fan comme toi de la série depuis maintenant, c'est quoi, c'est 10 ans, 15 ans, ouais, facile. C'est 2001? Ouais, 2000. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, je pense que le pari technique va être trop la marche va être trop haute pour nos généraux chinois. Ça va être compliqué. Ouais, même si le jeu s'annonce plaisant. Moi, je suis plutôt très curieux. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Parce que tu continues de défoncer la gueule de plein de mecs. Là, désormais, c'est open world, donc tu peux te diriger vers la forteresse que tu souhaites. Tu peux appeler ton cheval pour grimper dessus et te diriger directement vers le... Un cheval qui n'est pas un tank, ce coup-ci. Ouais, un cheval... ça ressemble un petit peu à The Witcher 3 pour nos auditeurs. C'est-à-dire que quand tu te trimbales dans les plaines de Chine, t'as plein d'objets de loot, d'icônes de loot qui apparaissent sur la minimap. Et t'arrives à la forteresse, et là, par contre, c'est plus Witcher 3. Tu bananes des mecs, t'en as 400 devant toi, et tu les déchires tous un par un. C'était un petit peu dur parce que moi j'ai joué l'infiltration à mort. Moi j'ai fait le grappin et Non mais Dynasty Warriors et infiltration, je pense que c'est y a rien de plus contradictoire en fait. Mais c'est possible. C'est vrai que c'est une possibilité. Alors tu peux faire ce que j'appelle la voiture bélier, là, comme un casse. Moi ça me rappelle un peu le concept de Crackdown où on va dire t'as des points avec des niveaux qui sont très marqués, et donc t'as intérêt à affaiblir tous les campements autour pour toi monter en niveau, pour faire baisser le niveau de la forteresse en question. C'est comme ça que t'as joué, toi? Ouais, et une fois que t'arrives, atteindre, on va dire, l'un des paliers requis pour être sûr de ne pas, quand tu arrives devant un ennemi, ne pas juste l'effleurer. Alors pour toi, techniquement, c'est léger. Moi, je suis assez curieux. Le truc, c'est que Koei Tecmo, donc qui développe ça, assure aussi sur les plusieurs tableaux en même temps, puisque ils ont un Fire Emblem Musou qui est un peu un de mes coups de cœur. Ouais. Et alors lui, on est d'accord, c'est un grand mousseau, c'est un très très grand cru. Ouais, c'est ouf. Je pense que c'est, comme on disait, il y a pas mal d'équipes qui doivent bosser en parallèle parce qu'il en sort au moins 4 à 5 par an des Dynasty Warriors et des clones chez cet éditeur-là en particulier, et celui-là, on sent que c'est la team S qui l'a fait. Oui, c'est parce que ça n'a rien à voir avec Zelda, quoi. Tellement de patates, ouais. Zelda, il était mou du genou. Adaptait bien le concept. Il était pas forcément mou, mais les maps étaient très longues et il y avait pas cette patate. Voilà, cette patate de four, hein. Ouais, c'est extraordinaire, genre, vraiment, ça donne plaisir à jouer. Il y a toujours, t'as l'impression qu'il y a un afflux permanent d'ennemis, la souplesse de zapper entre les persos. En plus, il y a la richesse des persos de Fire Emblem, c'est-à-dire, maintenant, Fire Emblem est devenu un jeu dont on aime les personnages, alors qu'avant c'était juste un tactics, quoi. Et même des personnages un petit peu où tu pourrais te demander comment vraiment ils se jouent, genre Cordelia qui est un Pégase, ou Takumi qui est un archer, qui sont des personnages très connus. Tu te dis ça va être un peu chiant à jouer, et là tu vois que les combos ils percutent. Enfin, t'as toujours des petites incrustations de visage au moment où tu déclenches, on va dire ce qu'ils appellent justement le mousseau. Vraiment. Et il est joli en plus. Et il est joli. C'est-à-dire qu'il a pas un style visuel non plus hyper détaillé, mais il est vraiment dans l'esprit de Fire Emblem.
Donc et puis ça sort sur Switch, donc tu sais que tu vas pouvoir y jouer partout. Et c'était le plus gros jeu Switch du salon, hein. Bah ouais, parce que la Switch était relativement discrète, alors que c'est quand même le phénomène actuel dans le monde du jeu vidéo japonais. Introuvable en boutique en ce moment. J'en ai vu une hier à 45 000 yens, donc à plus cher que le prix d'origine, quoi, en occasion. Ouais. Bah, et ouais, il y a une faut se battre pour l'avoir. Il y a une rupture totale. Il y a des loteries. Il faut s'inscrire dans une loterie pour espérer peut-être acheter sa console. On en est là. C'est dingue, mais j'espère que ça va se poursuivre parce que ça voudrait dire quand même ça relance une certaine tendance au Japon, ça relance Nintendo, ça relance aussi les éditeurs qui avaient peut-être du mal à trouver leur voie sur PS4 et Vita. Donc j'espère que cette nouvelle dynamique va réussir à s'imposer. Alors, on peut ouvrir une petite parenthèse, c'est un truc qu'on n'a pas fait dans Gaijin Dash, mais c'est de dire notre impression quand même du marché et des boutiques. Ah, oui. Il y a de moins en moins de ce que j'appelle de retail, c'est-à-dire la vente directe au public se fait de moins en moins. Il y a des boutiques de jeux vidéo qu'on aimait qui ont fermé, vraiment des piliers, des trucs, des boutiques dont j'ai été client depuis plus de 20 ans. Trader à Shinjuku, Softmap à Akihabara, il y a certains magasins qui ont été fermés, parce qu'il y en a plusieurs. Et surtout, le jeu vidéo a changé d'étage. C'est-à-dire qu'avant, il faut l'expliquer, quand on venait pour les premières fois au Japon, il y avait des immeubles entiers de 6 étages de jeux vidéo avec un étage par console presque. Il y avait l'étage Mega Drive, l'étage Super Famicom. À la grande époque de la DS, t'avais 2 étages de jeux DS et tu avais tous les titres DS proposés un par un, même les trucs de kanji pour apprendre à être un agent immobilier de pointe. Enfin, c'était hallucinant. Et là, aujourd'hui, tout ça, c'est il faut le dire, balayé. C'est balayé, comme tu dis. Les jeux vidéo ont été remis au 2e étage, quoi. C'est-à-dire au 2e étage. Ici, au rez-de-chaussée, c'est le 1. Le 2e étage, c'est le 2. C'est-à-dire, au 1er étage, maintenant, c'est les smartphones et rarement les jeux vidéo. Et puis, il faut pas se le cacher, il y a beaucoup moins de gens qui jouent directement sur des machines dédiées dans le métro. J'ai pas vu de Switch dans la rue, pour l'instant. J'ai vu une Switch dans le métro en une semaine et tout le monde joue sur téléphone à des Candy Crush ou à des clones de ce genre, quoi. Et pourtant, le salon était pas complètement rempli de jeux smartphones, puisque j'ai l'impression, on se souvient qu'il y a des éditeurs qui mettaient en avant leur Grand Blue, Fantasia, des jeux smartphones qui sont super populaires ici, ou alors, alors ils claquent énormément d'argent pour le faire connaître. Cette année, il n'y avait pas de gros jeux smartphones qui se la donnaient au salon. Il y en avait vraiment un qui sortait du lot. Ah, c'est lequel pour C'est toi? Final Fantasy XV, un nouvel empire qui est déjà dispo en plus parce que on va dire que le marketing smartphone se fait sur la longueur et c'est assez étonnant de voir que les éditeurs misent beaucoup plus après la sortie que qu'au moment même où de la mise en ligne. C'est-à-dire qu'ils attendent que le phénomène commence à prendre un peu pour vraiment balancer l'armada de pognon. Et il était quasiment, le stand dédié à cette appli était quasiment aussi grand que le stand Square Enix qui lui faisait face. C'était assez étrange. Ils avaient même invité l'instagrammeuse, la populaire instagrammeuse américaine qui a été embauchée pour faire la promotion du jeu. Qui s'appelle Ashlyn Wren. Non, je confonds. Ashley Wren. Ashley Wren. Ouais, bon, bref. Toi, t'es plus calé en quoi? En film pour adultes que... Non, pas du tout. Rien à voir. Non. Ne commençons pas les rumeurs. Ouais, les auditeurs d'After Eight n'ont pas besoin de tout savoir. mais oui, il n'y avait pas effectivement deux jeux, on va dire, d'autres éditeurs, comme Gris ou Cygames. Gris est plus dessus. Cygames, ils étaient là parce qu'ils développent Zoé sur PS4 VR. Donc Zone of the Enders qui va revenir 14 ans plus tard. Kojima lui aussi qui a été balayé. Ouais, Konami, tout de leur propos, c'est de dire, c'est pas parce que nos grands créateurs nous ont quittés qu'on va pas continuer à faire des succès. Donc ils reprennent le vieux Anubis, Zoé. Winning Eleven est toujours là, Anubis, Zone of the Enders est toujours là, Metal Gear Survive va arriver, Love Plus. Auquel j'ai joué Metal Gear Survive. T'as bien aimé? Eh ben écoute, j'étais surpris en bien, parce que c'est juste un jeu multi, quoi. C'est Metal Gear Online, et moi j'adore Metal Gear Online. Et c'est avec des zombies qui déferlent, et c'est un tower defense, et tu plantes des pièges, et c'était plutôt rigolo à jouer. C'est rigolo dans le sens grotesque, mais ça a pas l'humour et l'intelligence d'un jeu Kojima. Tu sais, Kojima, il y a toujours une finesse ou une réflexion sur presque sur le monde, mais en même temps, ça reste quand même un jeu où tu mets un bouquin de cul par terre et le soldat tombe dessus, il fait qu'est-ce que c'est, et tu en profites pour le buter. C'est aussi ça, Metal Gear, c'est des apartés comiques. Là, c'est vraiment grotesque. C'est un peu le Benny Hill de Metal Gear, je trouve.
Mais le propos de Konami, c'est de dire, bah ouais, peut-être que tous nos créateurs se sont barrés, mais nous on continue à engranger des bénéfices de fou. Regardez, toutes nos licences sont toujours là. Il y a même Bomberman qui se promenait. Super Bomberman Air qui est sorti au début de la Switch a été un carton inespéré sans doute pour l'éditeur. Et t'as même le retour d'un jeu de drague de petit ami virtuel qui s'appelle Love Plus Avery. Et t'avais 2 à 3 heures de queue pour essayer une application mobile de drague au Japon. Donc après, c'est un public très ciblé au Tokyo Game Show. Hein. C'est vraiment les otaku qui font le déplacement. Enfin, peut-être pas, mais en tout cas pour le déplacement pour cette application-là. Et ça draine quand même du monde. Et je suis sûr que ce sera un carton. Tu as vu le stand où il y avait un faux mariage là, où tu pouvais te faire un faux mariage? C'était super angoissant quoi. Non, j'ai pas vu. Non. Oh là là, mais parfois le Japon arrive à faire de l'angoisse. Et puis tu sais, faut expliquer aux auditeurs, c'est ce qu'on appelle #le Japon. C'est le moment où le Japon délire et complètement et nous donne un produit que seul le Japon pourrait donner. Et il y a ce jeu de shooting de Détroit. Ah oui, non, mais... ça c'est ton moment. Bah j'ai pas eu l'occasion de l'essayer moi, contrairement à vous deux, à Greg et moi, à l'autre, aux 2 membres de Gaijin Dash. C'est nous qu'on se tape les trucs pourris. Ouais, parce que et alors c'est un jeu de shooting, mais la seule séquence jouable, c'est une séquence où on doit entraîner une. Alors excusez-nous, on décrit ce qui se passe. Hein, je décris ce qui se passe. On doit entraîner une fille dans un monde Heroic Fantasy, au cas où elle se fasse capturer, qu'elle soit résistante à la torture. La torture étant des guillemets en général, et en général, donc pour l'entraîner, il faut l'humilier. Et l'humilier, c'est-à-dire elle est souvent dans une position concupissante, et la caméra tourne autour d'elle, et il faut soit lui taper les fesses, soit lui ploter les seins, ou alors le bonus c'est de lui mettre un bâtonnet de poisson dans la bouche, ou la recouvrir de lait concentré sucré. Ça c'est vraiment une tendance. C'est consternant. C'est consternant. Ça s'appelle Bullet Girl Fantasia. Hein, si tu as donné non, je voulais pas l'envie ou développer la curiosité. On va le biper. Chez certains de tes auditeurs, mais de toute façon c'est une tendance au Japon. C'est la perversité d'une certaine manière s'étale dans pas mal de médias. Ça se joue toujours sur une espèce de ligne rouge. Il faut dire un truc, c'est que on a parfois du mal à saisir ici en Occident. Détroit, l'éditeur de ça, est spécialisé dans la série Z. Je trouve qu'il manque des jeux de série Z. C'est les jeux qu'on a l'habitude de voir sur PlayStation 2 beaucoup. C'est des jeux de flux, un peu pas ambitieux techniquement, mais par contre qui étaient rigolos. Et ils ont fait d'ailleurs leur meilleur truc, c'est Earth Defense Force, Chikyu Boigun en japonais. Et Earth Defense Force, c'est juste défoncer des fourmis géantes et des araignées géantes avec des bazookas. Et par contre, Détroit donc joue à fond la carte du Z, puisque il présente 3 Earth Defense Force, le 4.1, le 5 et un autre spécial réalisé par une autre équipe qui est spécialisée dans les jeux de catch. Pourquoi? On sait pas vraiment. On n'a aucune idée. On n'a pas eu les mecs en interview, mais voilà, c'est qu'il y a des éditeurs, ils comprennent leur niche, parce que c'est vraiment de la niche. Je suis même pas sûr que ce soit une niche. Je pense que c'est un phénomène beaucoup plus complexe et beaucoup plus sociétal, comme on dirait. C'est-à-dire que vraiment le besoin de mettre des waifus, donc c'est-à-dire des filles que tu peux draguer, se ressent à tous les niveaux de production aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que pour parler à un certain public dans une misère affective, tu sens que tous les jeux s'y mettent. C'est-à-dire qu'on parlait de Fire Emblem Musou aujourd'hui, la série ne s'est jamais aussi bien portée depuis que tu peux draguer et te marier. Depuis qu'il y a une histoire. Depuis qu'il y a une histoire et que tu peux nouer des relations avec les autres héroïnes. Comme si les gens se foutaient de la tactique, quoi. Et parce que c'est un jeu tactique. Tu vois énormément de jeux qui reposent aujourd'hui sur cette dimension de drague. On a croisé quelqu'un qui était en charge de jeux smartphone au Japon. Qui développait en Chine, mais qui voyait un petit peu le succès de certaines applis et qui nous expliquait que, par exemple, il y avait une appli de stratégie qui avait jamais aussi bien cartonné que depuis le moment où il fallait payer pour faire des dates avec les héroïnes du jeu, et des dates que tu pouvais rater, c'est-à-dire que ça t'incitait à payer, à repayer pour éventuellement réussir ton rendez-vous amoureux virtuel. Et tout ça, c'est vraiment une tendance de fond qui est liée, je pense, enfin c'est même sûr, à la misère affective et à un certain rapport à l'érotisme qui est vraiment prégnant dans la société japonaise et qui déteint jusque dans les jeux vidéo, mais de manière de plus en plus débridée, si j'ose dire. Et moi, ça me met toujours un petit peu mal à l'aise. Il y a toujours eu une dimension érotique très vraiment
voilà, visibles dans les médias japonais. Oui, que ce oui, soit et les puis émissions, on etc. connaît, et puis même dans leur commerce, dans la manière dont ils vendent, dans la manière dont ils mettent en avant les personnes. Voilà. Mais là, comme le cœur de cible des jeux vidéo fait vraiment partie de cette dimension sociale, eh bien, ça se ressent à tous les niveaux de production, même dans les jeux qui, autrefois ou même naguère, étaient beaucoup plus sérieux et beaucoup moins portés sur la chose, on va dire. Oui, c'est comme s'il y avait une espèce de distance, Et du coup, par exemple, on a un jeu que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Virtual On de Sega. Et pour être sûr qu'ils en vendent maintenant, ils ont pris le même jeu, mais ils ont rajouté des personnages super claireux, japanime, des waifus, des filles à gros seins. Enfin, vraiment, ils savent plus vraiment comment vendre, sinon en rajoutant C'est-à-dire que si Castlevania sortait aujourd'hui, je suis sûr qu'on aurait 12 waifus à choisir. Il y aurait des dames vampires, c'est ça. Voilà. Et alors, je suis d'accord pour mettre des personnages sexy, parce que ça peut attirer le chaland, et puis même, enfin, voilà. Il y a même, je trouve, puisque t'en parles, je trouve qu'il y a un recul sur les Otome Games, c'est-à-dire les jeux destinés aux filles. Avant, il y en avait beaucoup plus, il y avait des stands entiers. Et ils ont un peu disparu. Là, il y avait quand même un petit coin, c'est-à-dire que chaque éditeur a quand même son. C'est des jeux c'est des jeux destinés aux filles. Des jeux de drague pour filles, enfin plus d'aventures sentimentales. C'est l'équivalent de ce que les hommes ont eu pendant des années. Et là, maintenant, il y a vraiment des éditeurs qui s'intéressent à ce marché. Mais on a toujours un peu, et puis surtout, alors déjà, comme la Vita, où sortaient majoritairement les jeux, est complètement en train de se faire bouffer par la Switch. On les voit forcément un peu moins, mais chez Koei Tecmo, t'avais toujours la Cordadoro dont tu dragues des membres d'orchestre symphonique, ou voilà tout ce genre de jeux qui, vu de l'extérieur pour nous, se ressemblent forcément un peu tous, parce que c'est toujours ces mêmes archétypes qui circulent en boucle. Mais je pense que les vrais fans d'Otome Games savent vraiment faire la distinction entre les différents héros et les différents doubleurs des héros, parce que ça aussi c'est une culture à part entière. C'est un truc c'est un truc très très important dans la culture japonaise, c'est la culture des doubleurs, des comédiens de doublage. Mais je pense que tôt ou tard tous ces jeux-là, on va les revoir peut-être moins diversifiés, peut-être moins en masse sur Switch, mais ils auront toujours un public fidèle. Peut-être qu'ils vont tout simplement transitionner sur smartphone, ce qu'ils ont déjà fait, comme on avait pu le voir l'an dernier quand on s'était intéressé au sujet. On va pas dire on va dire aux gens simplement aussi de se reporter à Gaijin Dash qu'on a enregistré en public, où on a parlé bien sûr de Dragon Ball Fighters, on a parlé de Code Vein, le nouveau Dark Souls de Bandai Namco, si on veut. On a parlé de tous les autres gros jeux. Moi j'ai parlé de Kyoei Toshi, donc qui est un peu mon coup de cœur, mais mon coup de cœur genre série B ou série Z, parce que c'est vraiment pas beau. On a parlé des prochains Yakuza. Ah oui. Yakuza Ken le survivant, Yakuza Kiwami 2. Est-ce que tu as vu, et ça je viens juste de le voir, que Yakuza sort en Deluxe Pack, Yakuza Okuto no Ken. Mais si tu veux avoir les vraies musiques de Ken le survivant, il faut acheter le Deluxe Pack. Il faut acheter le Deluxe Pack. C'est incroyable. Qui est combien? 20 € plus cher? Ah ouais, 20 € plus cher. Ouais. Si tu veux avoir les musiques de Ken le survivant dans ton jeu Ken le survivant, il faut acheter le Deluxe Pack. Mais non, mais enfin, c'est l'histoire de droits de musicaux, bien sûr. Globalement, comme on disait dans Gaijin Dash, il y a quand même un gros jeu par éditeur qui est Day One. C'est-à-dire que Dynasty Warriors 9, malgré tout le mal que j'en ai dit, c'est Day One. Monster Hunter World, c'est Day One. Day One, quand tu dis Day One, c'est j'y vais direct. J1. Non, mais c'est dès la sortie. Ça veut dire que toi, tu y vas. Voilà. T'es impatient. Je suis impatient. La fusion entre Ken le survivant et la série Yakuza, ça a l'air mortel. Direct. D'une certaine manière, Metal Gear Survive, je suis curieux. Je suis pas un grand fan de la série, aussi fan que toi. Fait par une team à LA, Konami LA. Tout à fait. Ouais. Chez Square Enix, il y a le remake de Secret of Mana qui était pas forcément là, mais je suis quand même curieux je pense que. Ouais, qui est laid. Ouais, qui est laid, mais qui est vraiment laid. J'aurais du mal à résister juste pour curiosité. Surtout si on joue un peu multi, toi et moi. Ouais. Donc, avec Flammy, on va rosser des lapinous. On va rosser des lapinous. Non, mais voilà, il y a vraiment toujours à chaque fois un jeu où j'ai même pas hésité. J'ai envie de revoir un Secret of Mana juste en français par pure nostalgie. Ouais. J'espère que ce sera bien traduit. Et je suis certain. Parce que Secret of Mana, ça dégage une espèce d'aura vraiment de notre enfance. Alors, c'est juste qu'il est moche, quoi, en fait. C'est vraiment ça le problème. Mais voilà, chaque éditeur a quand même son gros jeu, et surtout, il y a un phénomène qu'on est obligé de mentionner à chaque fois qu'on parle du Tokyo Game Show, c'est que le principal pourvoyeur de jeux vidéo japonais de grande qualité qui s'appelle Nintendo n'est pas là. n'est jamais là. Et les Super Mario Odyssey, on les a pas vus. Même tous les jeux, on va dire, qui sont un petit peu liés à la Switch, genre Dragon Quest Builders 2 ou Xenoblade 2 ou tous ces gros titres qui vont arriver d'ici la fin de l'année ou en 2018, ils sont pas là.
Donc il y a quand même, c'est comme si tu retirais, on va dire, la moitié des jeux les plus intéressants du Japon Oui. à chaque TGS. Oui, à chaque fois Nintendo refuse de participer. Je pense que d'ailleurs leur participation sauverait quand même le salon à court terme, quoi. Ça ferait trop d'ombre déjà aux autres éditeurs, et puis de toute façon. Mais bon, ils ont- c'est ça à partir de c'est Sony. Et leur politique, c'est de ne pas faire payer les gens pour essayer leur jeu. Et voilà. Sans compter le fait qu'ils sont. À l'époque où ils ouais. organisaient des salons, c'était des salons gratuits où les enfants venaient jouer et il y avait pas de jour presse. C'est-à-dire que je crois que cette semaine, ou la semaine qui commence, celle qui vient, celle d'après, il y aura des démos itinérantes de Super Mario Odyssey Ouais. qui sont organisées dans tout le Japon. Mais gratuites. Mais gratos. Et pas de TGS par contre. Et surtout, et ça c'est je pense peut-être la chose et c'est pas uniquement valable pour le TGS mais aussi pour tous les autres salons, c'est que maintenant il y a tellement de flux d'informations que l'existence même des salons est presque remise en question. C'est-à-dire les gens téléchargent par exemple Dragon Ball Fighters, tout le monde avait joué à la bêta. Les gens téléchargent les démos. Octopath Traveler, la démo, Octopath Traveler, tout le monde avait joué. était disponible une semaine avant le salon. Voilà. Qui est Donc, un prochain RPG Square Enix qui a l'air plutôt de plutôt l'allure. ambitieux. Ouais. Donc effectivement, Lost Sphere, il sort toujours un RPG Square Enix, il sort très bientôt. ouais. Et il y aura une démo qui va être mise en ligne là encore. Aujourd'hui, c'est que voilà, c'est aujourd'hui, c'est un canal de promotion qui est peut-être. Et Nintendo a tout compris parce qu'ils font un Nintendo Direct, ils contrôlent complètement l'information, ils ont juste à avoir des CM pour surveiller Twitter et c'est tout quoi. C'est vraiment énormément d'effets et pour très peu de moyens quoi. C'est un canal de promotion qui est peut-être un petit peu désuet. Peut-être que tu viens plus pour retrouver une certaine ambiance et également pour revoir des hôtesses. Il y a d'ailleurs un créateur là, juste avant l'enregistrement de l'émission, il y a un type qui s'appelle Hiroshi Matsuyama qui fait les jeux Naruto chez Bandai, qui a dit mais qu'est-ce que c'est que ce salon? J'ai l'impression de me retrouver dans un cabaret. Donc les Kabakura, les cabaret club au Japon avec où il y a des bars hôtesses en fait. ouais, qu'on voit dans Yakuza. Et il dit, j'ai l'impression que c'est ça qui est prééminent, et même dans les médias, aujourd'hui, quand je me balade sur les sites, internet médias qui reportent ce qui se passe sur le salon, le premier sujet qui vient en tête, à la fois au niveau des clics, et à la fois au niveau de l'intérêt que portent les gens, c'est les hôtesses. c'est toutes les photos d'hôtesses. C'est-à-dire que tu vois aujourd'hui des reporters japonais avec des énormes appareils photo et des qui énormes viennent flashs, que dont pour le les seul hôtesses. boulot, Ouais. le premier jour, est de prendre chaque hôtesse en photo, de noter éventuellement leur nom, et de publier chaque photo individuelle Et tu- sur les sites dont Ouais. ils sont Et responsables. tu sais ce qu'ils font le soir? Ils impriment la photo, ils y reviennent pour se la faire dédicacer personnellement. On parlait de misère affective, sincèrement, je pense que de toute façon, tu ne peux pas comprendre le Japon d'aujourd'hui sans ce prisme-là. Parce que Sans je la trouve prise que ça de déteint- la sexualité? Ouais. Je trouve Ouais. que ça déteint sur tous les... On renvoie à Terrace House et Voilà. toutes les autres analyses Mais pertinentes. ça déteint sur tous les objets culturels. Mm. Pas tous, évidemment. Hein. Tradition, modernité, il y a quand même certains domaines où c'est moins prégnant, mais on va dire que toute la pop culture est imprégnée par ce phénomène-là. Bah écoute, c'est une note presque petite, mais voilà, c'est une analyse. Je suis content Pouillot qu'on ait pu développer tes idées parce que d'habitude Gaijin Dash c'est toi qui présente et c'est Greg et moi C'est on vrai, est je suis après- content de vous relancer, je mets des pièces dans la machine et je sais que l'émission est on- enregistrée toute seule. on pose nos pieds sous la table et tu poses des questions et on réagit en faisant des vannes et en puisant dans notre expérience. Là, je suis content parce que t'as une analyse très très pertinente du marché qu'on observe et qui nous intéresse et qu'on aime et on aimerait et qu'on a vu reprendre le lead l'année dernière sans aucune contestation possible. Et là, on a une espèce d'année un peu de flottement et Mais malgré tout, 2018 sera une grande année du jeu vidéo japonais, rien que par les gros titres qu'on a cités, par les gros titres Nintendo qui vont arriver aussi, par le fait que la Switch va continuer à se développer et va accueillir énormément de jeux indépendants. Et puis, ça, ils ont un grand soutien des indés. Ouais. alors peut-être que ce sera pas au niveau de 2017 qui est sans doute le cru le plus ouf du jeu vidéo japonais. On a eu extrêmement longtemps. un Zelda et un Mario la même année. Depuis le milieu des années 2000. Je pense je crois que c'est jamais arrivé à ce niveau-là, en tout cas, non, jamais. Ouais. Non, bon, écoute, on a encore beaucoup d'espoir jusqu'à la fin de l'année. Je te remercie, Pouillot, Ben, merci à toi. et back to regular After 8. Le bois ne rend pas les coups. After Eight est à titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Mais comme on t'a pas assez entendu, Quix, je vais prendre quelques questions d'auditeurs qu'on a encore en stock. On vous remercie de nous envoyer de temps en temps. Peut-être qu'on va refaire un appel. Alors, c'est une question de El Picolus qui est
After Eight, dites-nous, quid des chocolats fourrés à la menthe? Qu'est-ce que t'en penses finalement des After Eight? Moi j'aime bien, mais je t'avoue que j'en ai pas mangé depuis super longtemps et je sais même. Alors ça se trouve ça existe aux US, mais je n'ai jamais cherché à en trouver en fait. Mais tu aimes bien en plus. Mais alors à partir de combien est-ce que t'es saturé? Ah oui, j'aime bien. Parce qu'il y a vraiment un truc de saturation avec ce chocolat. Ouais, ça écœure assez vite, ouais. Mais je crois que quand j'étais gamin, j'arrivais quand même à en manger une belle tripotée avant de plus pouvoir. Donc... Moi, j'en pouvais en bouffer 3 d'affilée. Alors, pour moi, en fait, le problème, c'est que ça me rappelle trop le dentifrice. Je sais pas pourquoi, c'est un goût que j'associe. Le dentifrice? Ouais, je trouve que le After Eight, et je suis désolé hein, pour After, qui peut-être cherchait à nous sponsoriser en ayant googlé leur émission. Je suis désolé. Le goût me fait passer au dentifrice. Tu sais que puisque tu parles de googler, tu sais que quand on cherche After Eight avec un Google américain, on tombe sur un tout autre podcast qui parle de la rédemption d'anciens néo-nazis et ça s'appelle Life After Hate. Oh. Et c'est pas trop le même sujet, hein. Putain, mais on dirait un épisode d'OSS. Il faut leur donner une nouvelle chance. Voilà, tout le monde a droit à une deuxième chance. Et bah voilà, Life After Eight, c'est un podcast américain. Je l'ai jamais écouté, hein. Je sais pas du tout. Je sais juste que ça parle de rédemption de néo-nazis, donc je ne sais pas si c'est guilleret ou si c'est plutôt grave. Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Alors, Punching Nazi, Still Punching Nazi. Une question de Jonah Sampo, qui est: quelle personnalité, vivante ou disparue, rêveriez-vous de rencontrer? Je commence. Je te prends en dépoté, là. D'accord. Alors moi, ça va être assez simple. Ça serait Jean Rochefort parce que c'est une personne que j'adore. Je l'admire, mais vraiment. Maintenant, mon problème, c'est que je saurais. Un bolos. Oui, mais c'est un bolos des belles lettres. Je ne saurais absolument pas quoi lui dire. Je pense que si je me retrouvais face à lui, je me retrouverais comme un con et je serais là genre je vous aime beaucoup monsieur, mais tu vois, faudrait que je prépare à l'avance parce que sinon je me sentirais un peu bête. Mais Jean Rochefort vraiment, je l'adore. Alors on admet que c'est une personnalité vivante que tu aurais pu rencontrer de ton vivant, mais c'est-à-dire pas un truc où tu prends une machine à remonter dans le temps. Non, parce que j'aurais adoré rencontrer Ramsès II, mais est-ce que ça compte? Bah ça compte, c'est une personne disparue. Ok, bah écoute, Ramsès II, Léonard de Vinci, Michel-Ange, j'aurais adoré. Bah, sinon je serais bien allé boire une bière avec Jésus, hein, il avait l'air sympa, mais s'il a vraiment existé, bien sûr. S'il a vraiment existé, bien sûr. Et sinon dans les plus récents, j'aurais adoré rencontrer Jack Kirby. J'ai jamais rencontré Jack Kirby et ce mec quand même facile. J'aurais adoré passer un week-end avec lui, genre aller à la pêche ou quelque chose comme ça. Ça aurait été vraiment cool. Ouais. Et dans c'est pas des regrets, mais dans ceux que j'aurais vraiment adoré rencontrer, j'aurais adoré rencontrer mes 2 arrière-grands-parents. Dont l'un était chanteur et l'autre est écrivain, donc et ils ont eu des destinées assez pas tragiques, mais c'est-à-dire c'est une époque déjà où on mourait plus tôt, et en plus ils ont été tous les deux à la fois balayés par le nazisme et le communisme, donc du coup ça leur fait une destinée très tragique, et j'aurais adoré pouvoir les rencontrer avant ces drames et savoir, enfin, les découvrir, quoi, parce que je connais que leur écrit ou leur travail, et ça me, je dis ça parce que j'ai retrouvé des photos de mon arrière-grand-père. Enfin, c'est pas moi qui les ai retrouvées, c'est ma grand-mère qui les a retrouvées. Il en existe très peu. C'est la deuxième fois que je vois son visage de ma vie, et ça date d'hier, et je suis un peu, wow, ça m'a un peu bouleversé. Ouais. En me disant que tu vois sur la photo, bah, tous ces mecs-là, il est avec des gens. Tous ces mecs-là sont morts 5 ans après, pendant la guerre. Ah oui, effectivement, c'est le genre de truc qui te prend un peu à l'estomac, ouais. Merde, je t'ai pas fait le truc le plus gai. Non. Pour terminer ces questions. Mais tu sais que coup, j'ai essayé de rester réaliste, moi, j'ai essé de rester réaliste dans mon choix avec Jean Rochefort. Mais en vrai, j'adorerais aller boire une bière avec Josh Homme, Dave Grohl et Train 13 Nord, hein. On va pas se le cacher. Bon, je sais que ça n'arrivera jamais. Ah, bah, ça reste ça reste du domaine possible, non? Ah bah je pourrais accidentellement tomber sur l'un d'eux dans un bar, oui, mais bon, honnêtement, il y a encore moins de chances que de rencontrer Jean Rochefort. Ah bon, écoute, toi tu rêves de boire des bières avec des gens, c'est très urbain, j'adore. Mais c'est très bien boire des bières, c'est une activité très sociale. Je sais que je peux pas boire de bière, je bois pas de bière. Ah c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui aller dans un bar à vodka et puis. Bon allez, ce coup-ci, on est vraiment à titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recos. Vas-y,
Lance-toi, Quix. Alors, recommandation, j'ai une double recommandation, une recommandation ciné pour commencer, puisque je suis allé voir It, non pas Hit de Michael Mann, mais It, le film tiré du roman de Stephen King. Nouvelle adaptation, puisque dans les années 80, il y avait eu un téléfilm avec Tim Curry, un téléfilm qui était tout pourri, à part Tim Curry qui était formidable. Et là, le film, il est plutôt chouette. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça vraiment pas mal fichu avec des bonnes idées. Il faut pas y aller en s'attendant à voir un film d'horreur, même s'il y a des passages qui sont clairement horrifiques avec des gerbes de sang et tout ça. Mais il y a vraiment des bonnes idées de réal. Et puis les gamins sont très bien, les acteurs sont très bien. Le clown a vraiment une sale gueule et est vraiment super. Et il a un mode de déplacement qui est super, enfin qui me met super mal à l'aise. Bref, alors ce sera en 2 parties puisque ils ont pris le parti de faire le premier film sur l'enfance et le deuxième film sur l'âge adulte. Il faut savoir que dans le bouquin, en fait, les 2 timelines sont un peu entremêlés. On a un chapitre gamin, un chapitre adulte. Je sais plus si c'est chapitre par chapitre, mais je me rappelle parce que je l'ai lu quand j'avais 12 ans, donc c'était il y a un peu longtemps. Mais je me rappelle que c'était pas un bouquin enfant, un bouquin adulte. Je me rappelle que c'était mélangé. Là, pour les films, ils ont décidé de pas faire ça. Bon, pourquoi pas, c'est un choix comme un autre. En attendant, je suis impatient de voir le deuxième chapitre. Et puis plus rapidement, ce vendredi, je vais aller voir Andrew WK en concert, et je voulais en parler avant d'aller le voir parce que dans 15 jours, je suis sûr que j'aurai d'autres choses et j'aurais oublié que je l'ai vu. Et Andrew WK, c'est un mec extraordinaire. Et il faut pas forcément se fier à la première photo qu'on peut trouver de lui quand on Google, parce que c'est la jaquette de son premier album où il tire la tronche et où il pisse le sang du nez. Mais c'est un mec qui est hyper drôle, qui a toujours un smile mais extraordinaire collé sur le visage. Et alors ce qui est super drôle, c'est qu'il fait vraiment une tronche de con quand il sourit comme ça, alors qu'à côté de ça, c'est un bodybuilder qui est méga baraque, qui est tout le temps habillé en blanc et qui a les cheveux longs, mais sur scène, il est formidable, il a une joie de vivre communicative. Et le truc qui est génial avec Andrew WK, c'est que il fait de la musique qu'on peut qualifier, sans vouloir être méchant, de musique de bourrin, mais c'est de la musique de bourrin joyeuse. Toutes ces chansons parlent de fêtes d'une manière ou d'une autre. La moitié de ces chansons, il y a partie dans le titre, ou alors c'est dans le refrain. C'est hyper festif, super bon esprit, bon enfant, et je le recommande chaudement. C'est vraiment super bien. Voilà, à toi Daniel. Ah, tu m'as hypé. Eh bien, écoute, moi je vais recommander une expo qui est pas à côté, elle est au Japon, et vous avez encore un peu plus d'un mois pour y aller, je crois. C'est l'expo des 50 ans de Jump, donc le Shonen Jump, le magazine de prépublication numéro 1 du Japon. C'est celui où l'on a pu découvrir Dragon Ball, City Hunter, Captain Tsubasa, enfin vraiment tous les classiques. One Piece aussi, non One Piece. Sauf que cette expo, c'était tellement grand qu'ils ont décidé de couper ça en 3. Et ça, c'est la période qui s'étend du début, donc de 1967 à la fin des années 80. Et donc du coup on découvre il y a Slump, il y a aussi donc Dragon Ball, et c'est marrant parce que la fin de Dragon Ball âge à l'époque où il est encore enfant s'arrête à peu près aux années 80, à la fin des années 80. Et juste avant l'époque des BZ en anime. Ouais, et puis il y a aussi Senseiya, donc les Chevaliers du Zodiaque. Et c'est un moment assez rare puisque j'ai fait pas mal d'expos au Japon, et en général pour ce genre d'événements, ils n'utilisent pas les planches originales. Ils utilisent des reproductions, ce qui est complètement ringard. Et là, ils ont demandé au maître de leur passer des planches, et en plus c'est des planches vraiment triées sur le volet. C'est vraiment des moments clés de l'histoire de ces séries. Et puis il y a des moments où j'ai presque eu envie de pleurer. La salle Dragon Ball est extraordinaire. La salle City Hunter, je pensais pas un jour voir ces planches-là, moi qui suis plutôt un gars qui suis intéressé par l'art et en particulier les originaux, le papier sur lequel l'artiste a travaillé, mais tout aussi important que le travail publié. Et
c'est un moment extraordinairement rare où il y a énormément de documents. Il y a tellement de documents que Cobra ne fait, donc Cobra que tu connais de Boichi Terasawa, Bien sûr, ouais. ne fait que 4 cadres au détour d'un mur. Video Girl Life fait 3 dessins maximum, plutôt pour laisser la place à un wingman. Ah ouais. Rokudenashi Blues, qui s'appelle Rakai Blues en français. Rakai Blues en français. 3 dessins maximum, Il y a tellement de matériel, tellement de matos, tellement de séries publiées, et l'installation est extraordinaire. Vraiment, je pèse mes mots. Il y a des idées, des trouvailles vraiment ingénieuses dans la représentation de la manière de les mettre en valeur. Je regrette pas une seule seconde d'y avoir été. En plus, oui, ça se trouve donc Daniel, c'est ouais. où cette expo? C'est au Mori Bijutsukan, donc au musée Mori, qui se trouve à Roppongi. Ah, musée Mori. Ouais. Tu sais qu'au musée Mori, j'avais vu une super expo Gundam quand j'y étais allé il y a 2 ans. Mais j'y suis allé aussi. Elle était bien, cette expo. Elle était vraiment super et riche et bon, là, il y avait énormément de reproductions. Là, vraiment, on voit vraiment des originaux, c'est assez incroyable. Et, je me suis un peu lâché en termes de goodies, puisqu'il y avait c'est sans doute la fois la plus proche dont je serais, c'est la fois dont je serais le plus proche d'un original de Toriyama, donc je me suis un peu lâché. Il y a des très belles planches reproduites en format presque original. Vraiment, c'était une expérience assez inouïe. Je recommande à n'importe qui d'y aller. Donc c'est au musée Mori qui se trouve à Roppongi. Et c'est pas trop cher. Et puis en plus, c'est au milieu de Tokyo, hein, pour les voilà. gens qui voient pas. Et en plus, si vous y êtes, vous pouvez aller sur la Sky Tower. Donc c'est un des endroits les plus grands et les plus hauts de Tokyo. Donc même plus que le Tokyo Tower. Oui, c'est pas loin. Ouais. Non, mais c'est le même bâtiment en fait. Il suffit juste de prendre un autre ascenseur. Ouais. C'est vraiment ultra recommandé. Alors, je suis désolé d'avoir fait une reco d'un truc qui est si peu inaccessible, donc je vais essayer de faire un truc. C'est un peu compliqué, voilà, ouais. Un truc plus simple d'accès, parce que tout le monde ne vit pas au Japon. Alors, tu sais quoi? Oui, tout le monde ne vit pas au Japon, mais on a beaucoup d'auditeurs au Japon. J'en ai rencontré pas mal. Les expatriés, en plus, au Japon, surtout à Tokyo, tu tapes énormément de transports en commun, donc les podcasts. Et les podcasts surtout bien sûr. français, c'est un lien avec leur pays natal. Et j'ai rencontré pas mal de gens. J'en sais quelque chose, j'écoute surtout des podcasts français, moi, tu sais. Alors que moi c'est plutôt les Américains, du coup, je sais pas pourquoi. C'est marrant, hein. Et du coup, j'ai rencontré pas mal de gens, des artistes aussi, des dessinateurs qui écoutent After Eight, et ça m'a vraiment fait plaisir de les croiser. Ouais, à chaque fois que quelqu'un me dit j'écoute After Eight, surtout à l'autre bout du monde, en particulier à l'autre bout du monde, ça me touche encore. Et je vais donc finir avec une reco un peu plus accessible. J'ai relu The Flintstones. Et alors Flintstones, qui s'appelle Les Pierres à Feu, si je me souviens. Les Pierres à Feu en France, tout à fait. Ouais, Les Pierres à Feu, et donc c'est un reboot, c'est un dark reboot des Pierres à Feu par DC en comics. Et alors, je ne pensais pas qu'un jour, je m'intéresserais à quelque chose comme ça. Je pensais pas que... J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment un mec, au cours d'une... C'est DC, c'est curieux, j'aurais bien vu ça chez IDW. Ah, d'accord. C'est DC, et qui a récupéré toutes les licences Hanna-Barbera, et ils ont fait un Hanna-Barbera Universe. Et ils ont fait des reboots un peu décalés, et donc celui de Flintstones est fou allié. C'est écrit par Mark Russell et Steve Pugh. Et donc, à l'origine, Flintstones était un sitcom, et déjà, en fait, c'était une parodie de sitcom dès son origine. Avec des hommes préhistoriques. Ils en ont fait, avec des hommes préhistoriques, mais avec des velléités vraiment sitcom, c'est-à-dire, il y a des moments qu'on retrouve un peu partout, des moments réguliers qu'on retrouve, des personnages, une comédie de situation. Oui, puis ça reprend des stéréotypes et tout. Ouais. Oui, c'est vraiment le père de famille qui est un peu un loser. Et excuse-moi, j'ai perdu mon micro. Voilà, c'est bon. Tu m'entends? Voilà, excuse-moi, c'est débranché. Ouais. Mais merde, il est 7h. Et donc ça reprend des stéréotypes et des clins d'œil avec la société américaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme je t'ai dit, c'est un dark reboot, et le père de la famille est il est dépressif en fait. Ils ont mis il y a
des membres de leur communauté qui sont victimes de PTSD, donc de syndrome post-traumatique lié à la guerre. Et alors, évidemment, c'est pas la guerre du Golfe ou la guerre en Irak, mais c'est une autre guerre qui a eu lieu avant, entre les hommes préhistoriques avant. Et c'est une espèce de surtexte. Il y a des moments de pur féminisme dans la mesure où c'est vraiment, ils dépeignent l'accession aux droits des femmes, mais dans un cadre préhistorique. C'est hilarant et c'est vraiment c'est très décalé. En fait, j'en avais parlé dans le comics dans le podcast Comics Outcast. Dans Comics Outcast, ouais. Ouais, et il n'était pas encore terminé et maintenant voilà, c'est 12 numéros, c'est terminé. C'est une expérience incroyable de lecture. C'est à la fois drôle et très décalé. Je vous recommande vraiment ça. C'est The Flintstones. Je sais pas si c'est sorti en français. Évidemment, je ne pense pas. Mais voilà, il y a des moments hilarants et quand ils font la manif contre le mariage, puisque on n'en est pas au mariage pour tous, mais du coup, ils disent que non, le mariage, c'est quelque chose qui va redéfinir la société et que le mariage va nous envoyer en enfer, puisque avant il n'y avait pas de mariage. Enfin, il y a vraiment des contextes et des analogies avec la morale d'aujourd'hui qui sont vraiment très très drôles. C'est vraiment le déclin de notre civilisation, mais mise en exergue par les hommes des cavernes. C'est hilarant et c'est super bien dessiné. Voilà, c'est The Flintstones. C'est la fin de cet épisode un peu spécial et on remercie Pouillot pour sa participation. Merci Pouillot. Tu peux dire merci Pouillot comme le fait papa à chaque liste. Merci Jean-Louis. Quix, où peut-on te retrouver? Merci Pouillot pour ta participation. Voilà. Où peut-on te retrouver? On peut me retrouver sur Twitter qui vient de passer à 280 caractères. Et oui, c'est nouveau, ça vient de sortir. KWYXZ. Et puis pour l'instant c'est un peu tout. Je serai un peu plus présent sur le forum de Gamecult puisque j'ai un peu plus de temps. Et je tenais d'ailleurs au passage à saluer la mémoire de Paradave qui était modérateur sur GK et qui nous a quitté en début d'année. On l'a appris tout récemment. Donc voilà, c'était un mec très fin, très drôle et qui nous manque déjà, qui nous a manqué depuis le début de l'année. On savait pas ce qui lui était arrivé. Voilà, il nous a quittés, et ben salut l'artiste. Voilà, je suis désolé de finir sur ce truc un peu triste. Toi Daniel, où peut-on te retrouver? Sur Kamui Robotics, sur Twitter, et puis récemment sur Gamecult. Vous pouvez aussi retrouver sur Super Ciné Battle, et sur, il faut en parler un petit peu de Parle à mon Luc, donc notre projet commun, à toi et à papa. Et on n'a pas encore décidé quel sera le prochain film, mais on se documente et on va bientôt lancer un sondage. La phrase rituelle, c'est vous pouvez retrouver After Eight sur le site after8.fr, sur toutes vos applis dédiées au podcast. On est aussi dispo sur YouTube et je crois qu'on a fait le tour. On va boucler rapidement, n'est-ce pas, Quix? Oui, rapidement, oui, parce qu'on est déjà presque à la longueur d'un épisode normal, alors que j'ai pas encore inséré le passage avec Pouillot, donc ça va être merveilleux. On vous dit à bientôt pour notre prochain épisode et on vous embrasse très fort. Des bisous, salut. Saying